Pouvez-vous vous présenter brièvement, âge, sexe, actif ou inactif? Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je ne suis pas encore adhérent aux Étincelles, mais je suis donc Monsieur Dubossage Jean-Christophe, 42 ans et demi, puisque je vais sur mes 43 ans. Et comme vous le voyez, moi, je ne suis pas en siège, je ne suis pas en PMR. Par contre, je vais vous parler aujourd'hui essentiellement des handicaps invisibles et des différents jalons de ma vie. Ok. Je laisse la rédactrice en chef. Ce sera coupé au montage. Quand pensez-vous que la maladie a commencé à s'installer? Premiers symptômes, description des ressentis. Alors, personnellement, ce qui s'est passé, c'est il y a eu un élément déclencheur, bien sûr, une grosse déception sentimentale, voilà, des choses assez profondes. Et j'ai été diagnostiqué par rapport à ma pathologie en 2020, en 2002. 2002. Le diagnostic est intervenu en 2002. J'étais d'abord et avant tout dans une profonde dépression. D'accord. Voilà. Et quel est le diagnostic qui a été... Le diagnostic qui a été posé à partir de ce moment-là a été la schizophrénie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la schizophrénie? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, à l'époque, je suis passé sur les débuts par un épisode très aigu de délire mystique. D'accord. C'est-à-dire que je suis passé par des phases, différentes phases de ma vie, où un jour j'étais un ange, le lendemain j'étais un démon, un jour j'étais Jésus, le lendemain j'étais le diable. Voilà, il y avait un équilibre à trouver au niveau du caractère et des blessures très profondes qui avaient besoin d'être réglées. Et puis, moi je fonctionne un petit peu comme, au point de vue des jalons, l'épisode le plus aigu a été le tout début, c'est-à-dire que ma première hospitalisation a duré 8 mois en hospitalisation libre. On va en revenir. Quelle idée de la maladie vous faisiez-vous avant le diagnostic? Alors, moi, personnellement, à 21 ans, je ne connaissais pas du tout les maladies mentales, les maladies psychiques, les maladies du cerveau. J'avais quelques idées sur la neurologie, j'avais quelques idées sur la psychologie, la dépression, la maniaco-dépression, puisque ma mère a été reconnue aussi handicapée. Donc, mais j'avais pas spécialement voilà, de ressenti profond sur ça. J'étais peut-être même victime, sans le savoir, de certains éléments de ces maladies-là, mais je ne m'étais pas plus renseigné que ça. D'accord. Et le fait justement d'avoir posé un diagnostic, ça a permis de changer quoi? Alors, le fait de dire schizophrénie, là j'ai commencé à faire mes recherches, effectivement. Et la schizophrénie n'est pas du tout ce qu'on croit. C'est que la plupart du temps, quand on parle de schizophrénie, quand on entend des voix, on se fait des hallucinations visuelles, des hallucinations auditives. Je ne suis pas forcément passé par toutes les phases de la maladie. D'accord. Mais le fait est que c'est pas une dissociation de personnalité. Il n'y a pas plusieurs personnalités qui interviennent. C'est des niveaux de nervosité qui sont différents. Ok. Suivant la médication, suivant les réactions aussi de l'extérieur, parce que c'est beaucoup en réaction.
j'ai beaucoup fonctionné dans la maladie en fonctionnement miroir. Mhm. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que la société te renvoyait, tu renvoyais quelque chose, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et comment tes proches ont réagi? Alors, la plus importante, ça a été ma mère. Elle a été complètement bouleversée, quoi, évidemment. Parce que faut bien se rendre compte qu'au moment de la déception sentimentale, on avait une rupture déjà de la relation. Et puis quelque chose qui était de l'ordre de la déception aussi de son côté, puisque à savoir qu'en 2002, moi j'étais en IUT génie biologique D'accord. à Laval. Et donc ça s'est passé, l'élément déclencheur, à partir des réseaux. C'est-à-dire que j'ai commencé à fréquenter des personnes sur les réseaux, sur le chat et tout ça, c'était le tout début. Hein. Et voilà, à rencontrer cette personne-là, bon, je me suis très très vite attaché et ça a été très violent, quoi. C'était une chute en fait, c'était une dégringolade, c'est ça que tu veux dire? Dégringolade, c'est ce que j'appelle dans mon jargon personnel de l'approche de ma maladie, ma descente aux enfers. D'accord. Et quelle est la facette que tu détestes le plus dans cette maladie? Alors, ce que je vois, c'est que quand je suis en épisode aigu, ça part dans tous les sens. Ça peut très bien être très généreux, comme ça peut très bien être très destructeur. Mais je ne serai jamais généreux ou destructeur vers les autres. C'est toujours tourné vers moi. Et ça, c'est très ambigu, très, très dangereux, parce que ça aurait pu véritablement accéder, et je suis passé par des phases où il y a eu TS, quoi. Mhm. Tu parles de TS, donc de tentative de suicide? C'est ça. Donc tu en as fait? J'ai eu plusieurs éléments de tentative de suicide. J'ai jamais été très très profond dans la chose, mais c'était point de vue médicament. Une fois j'ai été devant le train aussi. Donc ça c'était presque à l'issue de la première hospitalisation. Il me disait toujours c'est pas un hôtel ici. Et du coup, quand je suis parti, l'infirmière, elle me dit c'est pas un hôtel ici, on va vous laisser partir, vous êtes en capacité de partir. Si vous souvenez bien votre traitement, j'ai dit écoutez, il n'y a pas de problème, moi je vais sous le train, tout de suite. Donc du coup, revenez par là, monsieur Dubosage, quoi. Et tu parlais de médicaments justement. Et est-ce que ça a été dur de trouver un bon traitement? Alors ça a été très très long. Parce qu'en fait, 2002, il faut savoir qu'ils ne savaient plus comment m'arrêter puisque j'étais à 20 médicaments dans la journée. Donc autant des neuroleptiques, des anxiolytiques, des choses comme ça, que des antipsychotiques. Et ça, c'était très profond parce que justement par rapport à ces idées noires, par rapport à ces envies de suicide et tout ça, il ne savait plus. Parce que j'étais en épisode très très aigu au tout départ. Et en fait, ils ont préconisé un médicament qui a été interdit aux États-Unis. Ok. Donc moi, au fur et à mesure, j'ai pris les médicaments qu'on me donnait. Ensuite, il y a eu plusieurs médecins. Il faut savoir qu'en tout, j'ai vu 5 médecins sur le long de mon parcours. Et donc le premier médecin était un peu en test par rapport à ce que j'avais manifesté, puisque c'était du délire mystique. Ils n'en avaient pas énormément, ils avaient déjà été confrontés à ça. Mais voilà, c'était du test, c'était la phase de rééquilibrage et on savait pas vraiment comment ça allait déboucher.
D'accord. Et par rapport justement toujours au traitement, tu en es où à l'heure actuelle? Comment ça se passe? Alors, c'est là qu'est un peu le miracle et la résilience. C'est que je suis passé de 20 médicaments en 2002 à aujourd'hui un médicament, une injection, tous les 28 jours. Et c'est la seule chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'anxiolytiques, il n'y a plus de somnifères, parce que je suis passé aussi par des phases où il y avait besoin de somnifères. Mhm. Et, et voilà, j'ai mis en place en fait des éléments de résilience qui m'ont permis de faire baisser les choses. Et en même temps, les relations avec le personnel médical a été rééquilibrées aussi par rapport à la compréhension de la pathologie. Justement, c'est là où je voulais en venir. Tu t'en penses quoi de l'avancée du médical par rapport à cette maladie justement? Par rapport aux épisodes aigus, du coup, ils se sont bien rendus compte que les épisodes aigus ont diminué par rapport à la parole. Et que les psychiatres sont là, on le reconnaît tous, Mhm. pour la médication, les psychologues pour l'évolution de la parole, l'introspection, les choses comme ça. Mais il y a eu une très très bonne approche de mes derniers psychiatres, puisque il y a un premier psychiatre auquel j'ai posé la question, j'ai posé la question aux 5, mais j'ai posé la question qu'est-ce que la normalité? Il n'y en a qu'un seul qui m'a bien répondu, c'est la normalité dépend du référentiel que vous prenez. J'ai apprécié cette réponse. Et je me suis dit, bon voilà, ça c'était un bon psychiatre. Il y avait encore des améliorations à trouver, parce que, à savoir que sur une journée, par exemple, j'avais un rendez-vous avec le psychiatre, avec la caisse d'épargne et avec le Pôle emploi, puisque je suis resté toujours le long de ma maladie en contact avec Pôle emploi, ANPE à l'époque. Et il m'a dit, il faut peut-être arrêter les conneries. Ce jour-là, il me dit, il faut peut-être arrêter les conneries. Je dis, oui, monsieur, il faut arrêter les conneries. Au revoir, monsieur, adieu. Ça a été fini avec ce psychiatre-là. Au jour d'aujourd'hui, j'ai une personne qui me suit, qui m'a connu il y a 20 ans. D'accord. Donc lui, en 20 ans de psychiatrie, il a reconnu dernièrement que j'étais le premier de ses patients, avec l'AH, à demander à pouvoir travailler en parallèle. Et le fait qu'il soit croyant comme moi dans la foi a été quand même une chose particulièrement intéressante, dans le sens où il a compris les origines, la cause. Et ce que je donne souvent comme conseil au personnel médical, c'est très bien de s'attaquer aux symptômes, mais creuser vraiment jusqu'à la cause des personnes, parce que souvent la cause est beaucoup plus profonde que les symptômes qui sont présentés. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Oui, il y a des choses, quand on a un fumeur, bon, on soigne l'addiction, mais la cause de l'addiction, on ne la soigne pas forcément. Mhm. En l'occurrence, mon père était un très grand fumeur. Mon père, ça fait 30 ans que je ne l'ai pas vu. Ceci explique peut-être cela, tu vois. Bien sûr. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de manquant au niveau des soins? Alors, au niveau des soins, je pense que c'est au niveau de la parole, justement, hein, comme on disait, de pouvoir à la fois laisser les personnes s'exprimer librement, même dans le cadre de leur délire mystique, parce que faut bien discerner pour un médical ce qui est de l'ordre du médical, ce qui est de l'ordre de la foi, ce qui est de l'ordre de la présomption, ce qui est de l'ordre de... Vous voyez, il y a tout un discernement à faire là sur un panel de choses.
et donc la parole libre, mais aussi reprendre avec douceur de ce qui est du symptôme, de l'ordre du symptôme, dire bah là, vous voyez, peut-être que c'est un symptôme, avec la possibilité du doute, du bénéfice du doute. Ok. Pas être cassant sur un symptôme et dire vous voyez, là, vous êtes en train de délirer, machin, ça peut bloquer la personne. Ça peut bloquer la personne, et quand elle est dans ses idées bien arrêtées, ou dans son système de pensée malade, ça peut envenimer les choses plutôt que de les apaiser, quoi. Tout à fait, j'entends bien. Tu parlais tout à l'heure des hôpitaux. Est-ce que tu as déjà été hospitalisé et si oui, combien de temps? Alors, ça c'est très compliqué comme réponse à donner, et en même temps très simple. J'ai dénombré 18 hospitalisations. 18 hospitalisations en une vingtaine d'années. Depuis 8 ans, je n'ai plus été hospitalisé. Depuis le retour que j'ai fait sur Le Mans, je n'ai plus été hospitalisé. Pourquoi? Parce que je considère que cette injection qui a été mise en place est une très très bonne solution par rapport à la maladie dont il est question. Mais la première hospitalisation, comme je vous ai dit, c'était 8 mois en hospitalisation libre. Et après, c'était sur des épisodes aigus. Alors, j'ai pas toutes les horaires, tous les jours et les années d'hospitalisation, mais je sais que par exemple 2014, j'avais un bon de sortie qui était annoncé comme définitif. Et en fait, le tout dernier épisode aigu, je l'ai fait 2 ans après, 2014-2016. J'étais en campagne. J'ai fait mon expérience en campagne, ça s'est très très mal terminé pour plein de raisons. J'ai notamment pas pu enterrer mon grand-père puisque j'étais sous curatelle. Et voilà, donc là ça a été le plus gros épisode aigu. Et je me suis sorti de ça, après grandi dans l'ordre de la rémission. On ne parle pas de guérison dans l'ordre de la schizophrénie ou des maladies psychiques. On parle comme un diabétique ou comme un cancéreux de rémission. Ok. Donc, quelles ont été les conditions d'hospitalisation? Alors, il y a eu des très très bons moments. Je ne vais pas regarder à ma gauche. C'est clair. Il y a eu des très très bons moments, il y a eu des très très lourds moments parce qu'ils sont aigus. Et il y a eu un épisode très aigu où j'ai été 3 jours attaché mains et pieds avec piqûres dans toutes les heures. Et bon, ça, il y a peut-être des gens qui le découvrent autour de moi, mais je leur répétais qu'ils allaient me tuer, ils allaient me tuer, ils allaient me tuer. Et c'était une réalité pour moi, parce que c'était un épisode très aigu, mais en même temps, je n'avais pas besoin d'une si profonde douleur que ça. Et là, j'ai rencontré un infirmier qui m'a littéralement sauvé la vie. Parce qu'il a vraiment pris soin de moi, il a été proche de moi et il m'a appris une hygiène de vie, une hygiène de santé, une hygiène. Voilà, là ça a été comme un ange pour moi. Et je veux souligner ça aussi parce que c'est même dans les épisodes les plus aigus, même dans les lieux les plus profonds de la détresse humaine, on a des gens qui sont vraiment engagés aussi pour le soin. Bien sûr. C'est pas tous les personnels soignants qui sont engagés à ce niveau-là, au niveau du soin. Ok. Mais malgré tout, penses-tu qu'il y a quelque chose de positif dans cette maladie? Alors il y a quelque chose de positif dans le sens où on peut exprimer
une certaine foi, une certaine croyance, mais ce que je veux souligner par rapport à tout ça, c'est le discernement. Le discernement, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui est de l'ordre de la maladie, il faut savoir ce qui est de l'ordre de la foi ou de la présomption. La présomption, c'est se cogner dans un mur et puis se dire je vais traverser le mur et je vais y arriver. Ça, c'est de l'ordre du symptôme. La foi, c'est autre chose. Et ça m'a permis justement d'arriver à cette conclusion-là, de cette maladie sur 20 ans, de voir que les médicaments, mais pas que les médicaments, la parole libère. Et une grosse parole aussi qui a été très profonde pour moi, que je veux souligner dans le témoignage que je vous donne, c'est le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. La puissance du pardon est quelque chose qui est libérateur, mais à un point énorme. Le pardon par rapport à quoi? Par rapport à la déception sentimentale, par exemple, mais aussi par rapport à l'HDT, par exemple. J'ai eu une période où j'étais à hospitalisation, demande d'un tiers de la part de ma mère, ce qui a été un épisode très aigu aussi pendant très longtemps. Et enfin pendant très longtemps, oui, quelques bons mois. Et ça a été un déchirement pour les deux, mais ça a été une longue période de pardon derrière, parce que c'est la demande du tiers, pour moi, était très très mal acceptée. Donc tu as fini par l'accepter? Et j'ai fini par même abandonner cette chose-là. Voilà. J'ai dit, j'en avais vraiment besoin. À ce moment-là précis, dans ce cas-là précis, j'en avais vraiment besoin. D'accord. Et enfin, pour terminer, le mot de la fin. Est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui liront ton témoignage ou éventuellement verront la vidéo quand on aura... Sachez que quand on est handicap psychique, on nous dit souvent qu'on dépend de la société. Mais en fait, le handicap psychique n'est pas marqué sur votre tête. Donc avant d'avoir un regard de jugement ou même un regard plutôt de pitié, essayez la compassion. Essayez de comprendre ce qu'il y a derrière la personne et qu'avant de voir un symptôme, qu'on soit soignant ou soigné, essayez d'approcher les causes. Et à l'égard des soignants, moi je dirais, travailler vraiment sur comment soigner les causes, comment approcher les causes. C'est très bien de soigner les symptômes, mais plus on approche de la cause, plus on approche de la rémission. Merci Jean-Christophe. Le discernement. Discernement. Merci à toi. Vraiment.